Dans Matamua, les colliers sont posés sur l'herbe devant les deux femmes. Dans Pastorale tahitienne, la femme apporte peut-être dans son panier des fleurs ou des colliers. Dans la grande diversité de ses peintures tahitiennes, Gauguin utilise plusieurs styles. Tantôt, il se contente de dépeindre en observateur attentif des scènes de la vie quotidienne maori. Femme de Tahiti. La sieste. Tantôt, il transforme la réalité et développe des thèmes ou des motifs purement décoratifs. La plage, la végétation, les feuilles mortes, les festons des vagues semblent prolonger de façon exubérante les motifs arabesques du paréo que la baigneuse retire. Patatat et Miti, près de la mer. En composant Area Area, Gauguin juxtapose des éléments narratifs réalistes et des motifs moins faciles à décrypter. Ainsi, la zone centrale pourrait être la rivière ou le bord du lagon. Le violet serait alors l'eau et le rouge, la plage bordée de rochers. Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un champ de terre rouge ou du lit desséché de la rivière voisine. Gauguin a transformé tous ces décors en surfaces colorées abstraites. Cette obstination décorative annonce l'art nouveau. Tout dans mon œuvre est calculé, médité longuement. C'est de la musique, si vous voulez. J'obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d'un sujet quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies, ne représentant rien d'absolument réel au sens vulgaire du mot, n'exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des affinités mystérieuses, qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes. Un tableau comme Area Area paraît simple, une sorte de reportage ethnologique, une calme pastorale exotique. Pourtant l'image est trompeuse. Gauguin n'a pu voir une telle scène. À partir du début du XIXe siècle, les missionnaires chrétiens ont inculqué aux Tahitiens la pudeur en leur interdisant cette nudité naturelle qui avait tant frappé les premiers découvreurs de l'île. Les femmes se voient imposer d'immenses robes flottantes, fermées au cou et couvrant les bras. Les marae, les anciens sanctuaires, sont abandonnés, les statues détruites, tatouages et chants traditionnels sont interdits. Cependant, le peintre a certainement vu les photographies de Charles-Georges Spitz, un jeune photographe qui officie à Papeete, et qui, dans son atelier, fait poser hommes et femmes seulement vêtus de leur paréo traditionnel. Une de ces photographies de plein air sera même plus tard directement transposée par Gauguin, celle de l'homme qui boit une petite cascade. Papemoe, l'eau mystérieuse. Le personnage est féminisé. Des formes étranges bougent dans les feuillages. Ces spectres de la mythologie maori, Gauguin va tenter de les recenser dans un ouvrage qu'il commence à rédiger à Tahiti et qu'il achèvera à Paris.
Si les images sont la pure invention du peintre, les textes sont copiés d'un livre de Jacques-Antoine Morenout, Voyage aux îles du Grand Océan, publié en 1837. Un essai qui rassemble un grand nombre d'informations sur la culture maori disparue. Gauguin s'intéresse en particulier à Ina, la déesse de la lune, la compagne de Taaroa, le dieu de la mer. De leur union est né l'univers. Ina est l'idole massive d'Arearea. Gauguin ne connaît pas la forme exacte des anciennes statues, il les invente donc en s'inspirant des moaïs géants de l'île de Pâques et des tikis des îles Marquises. Il réalise aussi de petites sculptures comme l'idole à la coquille ou l'idole à la perle. Sur le côté figure encore Ina. Ce thème de l'idole est développé de multiples façons dans les tableaux du premier séjour à Tahiti. Devant l'idole, 3 femmes dansent. Les danses, à forte teneur érotique, étaient un moment important de la vie maori. Les missionnaires les avaient interdites pour indécence. Les rythmes et les figures d'aujourd'hui, réinventés au milieu du XXe siècle, n'en sont sans doute qu'un lointain souvenir. Les 2 femmes assises au pied de l'arbre ont beaucoup intrigué les chercheurs. La femme en bleu joue du vivo, une petite flûte dans laquelle on soufflait par une narine. Gauguin a peut-être pensé que cette pratique semblerait trop insolite. Il a transformé la flûte nasale en flûte buccale, dans la tradition des pastorales européennes. La musicienne joue sans doute à l'intention de la femme en blanc. Le blanc était la couleur du deuil chez les Maoris, mais ce détail n'apporte guère de sens à l'image. Plus intéressant, le personnage est assis dans la position du lotus, le Padmasana. Sa main droite accomplit le geste rituel de contact avec la terre, signe de la victoire du Bouddha sur Mara, le prince des démons. Le peintre s'est inspiré d'un des bas-reliefs du temple de Borobudur, dont il possédait une photographie. Même position pour l'idole à la coquille et pour l'idole à la perle. Le personnage tourne les yeux vers le spectateur comme pour le prendre en témoin. Il a les cheveux longs et noirs, mais à la différence de sa voisine, ne montre pas sa poitrine. Ce pourrait être le Bouddha lui-même, vêtu de sa toge blanche, symbole de pureté. Donc un personnage androgyne. L'assimilation est logique. Une des hypothèses de l'époque faisait venir les populations maoris de Java et de l'Indonésie. Et l'aspect androgyne des Tahitiens a beaucoup frappé Gauguin. La couleur orangée du chien rappelle celle de la robe des moines bouddhistes. Elle s'accorderait donc à l'éventuelle présence du Bouddha, et son geste de flairer le sol pourrait refléter le geste sacré du maître. Un critique de l'époque a supposé que le chien était une sorte de génie du mal héraldique.
D'autres auteurs ont pensé qu'il pouvait être une représentation du peintre lui-même. Il est le seul être vivant mâle du tableau. Gauguin avait un chien à Tahiti, qu'il avait surnommé Pégo, et il signe souvent tableaux, dessins ou sculptures du diminutif P-Go pour Paul Gauguin, ce qui peut se lire comme une sorte de jeu de mots. Gauguin avait été marin entre 17 et 22 ans, et dans l'argot des marins de l'époque, le Pégo était le surnom du sexe masculin. Reprenant une image qui avait déjà séduit Van Gogh, le peintre se décrit volontiers comme un animal errant. À Tahiti, il flaire tout autour de lui comme un chien et rôde près des groupes de femmes. Tif'aturuma, la boudeuse. Dans Pastorale tahitienne, le chien orange est encore là, couché devant une gourde des îles Marquises qu'il semble garder. Il lève le museau et flaire peut-être l'arrivée de la femme au panier. Le thème était déjà apparu en Bretagne dans Les Ramasseuses de Varech. Un chien est couché au premier plan devant une jarre. La déesse Ovirie, une grande céramique que Gauguin invente à son retour à Paris, piétine un loup ou un chien, tandis qu'elle en écrase un plus petit contre elle. Chien, loup ou renard sont les animaux totémiques d'un peintre qui se désigne comme ce malgré moi de sauvage. À Tahiti, Gauguin n'a pas trouvé la petite société heureuse dont il rêvait. Mais peut-être cependant un paradis d'images, un paradis pour peindre. Le corps libre, Gauguin est frappé par la beauté des Tahitiens, par leur immobilité de statut, ou encore par la spontanéité, la souplesse de leurs gestes. Le nu naturel, les poses alanguies, sensuelles, rêveuses ne sont plus des artifices académiques d'atelier, mais bien des attitudes quotidiennes, au contact de la mer et du soleil, de purs souvenirs d'une ancienne société édénique et indolente. Le décor exotique. Gauguin découvre aussi une nature proliférante. Forêts, feuilles découpées, fleurs, couleurs, autant de motifs qui stimulent sa rêverie décorative, lui permettent de dépasser le simple naturalisme, d'affirmer son primitivisme. La présence du sacré, les grands arbres, les marae, les lieux tabous, les tupapaus, ces fantômes qui hantent la nature, le peintre explore la mythologie maori.